Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce livre. Conte russe adapté par Luda avec des images de I. Pilipine. Donc la dernière fois, nous avions lu les 3 premiers contes. Aujourd'hui, nous allons lire les 4 suivants. Grande sœur et petit frère, Blanche Canette, Maria des Mers et la plume de Finiste Pierre Faucon. Et on commence avec Maria des Mers. Dans un pays vivait Ivan Tsarevitch. Avant de mourir, ses parents lui ont bien recommandé de ne pas faire obstacle au mariage de ses 3 sœurs. Accepte les premiers épouseurs qui se présenteront, et Ivan Tsarevitch le promit. Un jour, il se promenait avec ses sœurs dans le jardin. Soudain, le ciel devint noir, le vent se leva en tempête. « Rentrons vite, mes sœurs, dit Ivan Tsarevitch. Ils étaient à peine revenus dans la maison que le tonnerre gronda, la foudre tomba, le plafond s'ouvrit et un faucon vola dans la pièce. Il frappa le sol, devint un beau et jeune preux et dit « Bonjour à toi, Ivan Tsarevitch, je venais en hôte, j'arrive en quémandeur, demander en mariage ta sœur, Daria Tsarevna. » « Ma sœur est libre de son choix, répondit le Tsarevitch. Si elle y consent, je n'ai rien contre. » Daria Tsarevna consentit à épouser le faucon. Ils se marièrent et il l'emmena dans son royaume. Jour après heure, mois après semaine, une année passa. Ivan Tsarevitch se promenait dans le jardin avec ses 2 sœurs, quand soudain le ciel devint noir, l'orage menaça. « Rentrons vite à la maison, dit Ivan Tsarevitch. » Ils étaient à peine rentrés que le tonnerre gronda, la foudre tomba, le plafond s'ouvrit et un aigle vola dans la pièce. Il frappa le sol, devint un beau et jeune preux et dit « Bonjour, Ivan Tsarevitch, je venais en hôte, j'arrive en quémandeur, demander ta sœur Olga Tsarevna en mariage. Si tu plais à ma sœur, je ne dis rien contre, épouse-la. » L'aigle épousa Olga Tsarevna et l'emporta dans son pays. Au bout d'une autre année, Ivan Tsarevitch se promenait dans le jardin avec sa plus jeune sœur, quand un orage terrible éclata. À peine à la maison, voilà le tonnerre qui gronde, la foudre qui tombe, le plafond qui s'ouvre. Un corbeau vole dans la pièce, frappe le sol, devient un jeune preux, un fier cavalier. Les 2 autres étaient beaux, mais lui, il est magnifique. Et il dit « Bonjour à toi, Tsarevitch, je venais en hôte, j'arrive en quémandeur, donne-moi ta sœur Anna Tsarevna en mariage. Si elle veut de toi, je n'y mets pas d'obstacle. Mariez-vous. » Anna Tsarevna épousa le corbeau et le suivit dans son pays. Resté seul, Ivan Tsarevitch finit par s'ennuyer. Il se dit « Je vais voir où mes sœurs habitent, comment elles vivent. » Il chemina longtemps et arriva à un champ de bataille. Toute une armée y gisait, tuée, massacrée. Ivan Tsarevitch s'écria « S'il y a ici âmes qui vivent, qu'on me réponde. Qui donc a massacré toute cette grande armée ?» Il restait un homme vivant qui lui répondit « C'est Maria des Mers, beauté altière, qui a massacré notre valeureuse armée. » Ivan Tsarevitch poursuivit sa route. À l'orée d'un bois, il vit des tentes blanches dressées
dressée de toits d'or parés. Maria des Mers, beauté altière d'une tente sortie, vint à sa rencontre, le prit par la main. Quel bon vent t'amène, Tsarévitch? Est-ce de bon vouloir que tu cours le monde, ou bien contraint et forcé? Les vaillants par contrainte ne se dérangent, lui répondit Ivan Tsarévitch. Alors, puisque rien ne te presse, viens te reposer sous mes blanches tentes. Le Tsarévitch ne demandait pas mieux. Il passa 2 nuits chez Maria des Mers. Il lui a plu et ils se sont mariés. Et Maria des Mers, beauté altière, emmena Ivan Tsarévitch dans son royaume. À quelque temps de là, Maria des Mers voulut partir en guerre. Elle laissait Ivan Tsarévitch prendre soin de la maison et lui dit « Va partout, aie l'œil à tout, mais n'entre pas dans le réduit que voici, n'y jette même pas un regard. » Mais sitôt sa femme partit, Ivan Tsarévitch courut voir ce qu'il y avait dans le réduit. Et il vit Koschei l'immortel, carcasse sans chair, corps sans âme, qui pendait là sur 12 poutres, attaché par 12 chaînes. Koschei supplia le Tsarévitch. « Aie pitié, donne-moi à boire. Voilà 10 ans que je n'ai eu une goutte d'eau. J'en ai la gorge sèche, la langue rêche. » Ivan Tsarévitch eut pitié de lui, apporta un plein seau d'eau. Koschei le but d'une haleine, demanda encore. Ce n'est pas assez pour étancher une soif de 10 années. Ivan Tsarévitch lui donna un autre seau plein. Koschei le but et en redemanda. Et sitôt le 3e seau avalé, toute sa force lui revint. Il tira sur ses chaînes, brisa les 12 d'un coup. « Merci, Ivan Tsarévitch, cria-t-il. Dis maintenant adieu à Maria des Mers. Plus jamais tu ne la reverras. » En tornade par la fenêtre s'envola. Sur la route, Maria des Mers rattrapa, la saisit et dans son antre l'emporta. Ivan Tsarévitch pleura amèrement, puis se mit en route. Quoi qu'il advienne, je retrouverai Maria des Mers. Il chemina un jour, puis 2. À l'aube du 3e, il vit un beau palais. Devant le palais, un chêne se dressait. Sur le chêne, un faucon perchait. En voyant Ivan Tsarévitch, le faucon vint frapper le sol, devint un beau et jeune preux et s'exclama « Mon cher beau-frère, quelle joie de te voir enfin !» Là-dessus, Daria Tsarevna accourut. Au cou de son frère se jeta, des nouvelles lui demanda, toute sa vie lui raconta. Ivan Tsarévitch vécut 3 jours chez eux, puis s'excusa. Je ne peux rester davantage, il me faut aller chercher Maria des Mers, beauté altière, mon épouse bien-aimée. Ce ne sera point facile, dit le faucon. Laisse-nous ta cuillère d'argent, en cas on pensera à toi en la regardant. Le Tsarévitch laissa sa cuillère et reprit la route. Il chemina un jour, puis 2. À l'aube du 3e, il vit un palais encore plus beau. Devant le palais, un chêne. Sur le chêne, un aigle. L'aigle vint frapper le sol, devint un jeune preux et cria « Olga Tsarevna, réveille-toi, notre cher frère est arrivé. » Olga Tsarevna accourut, au cou de son frère se jeta, des nouvelles lui demanda, toute sa vie lui raconta. Ivan Tsarévitch passa 3 jours chez eux, au 4e s'excusa. Il me faut aller chercher Maria des Mers, ma belle épouse. La tâche est difficile, dit l'aigle. Laisse-nous ta fourchette d'argent en cas, nous penserons à toi en la regardant. Ivan Tsarévitch laissa sa fourchette et repartit. Il chemina un jour et 2. À l'aube du 3e, il vit un palais plus magnifique que les autres. Il y avait un chêne devant le palais, sur le chêne un corbeau.
le sol, devint un beau et jeune preux et s'écria: Anna Tsarevna, viens vite, notre cher frère est là. Elle accourut, au cou de son frère se jeta, des nouvelles lui demanda, toute sa vie lui raconta. Après 3 jours passés chez eux, Ivan Tsarevitch voulut repartir. Je dois aller chercher mon épouse, Maria des Mers. Ce sera bien difficile, dit le corbeau. Laisse-nous en cas ta tabatière d'argent, on pensera à toi en la regardant. Ivan Tsarevitch laissa sa tabatière et se remit en route. Il chemina tant qu'il finit par arriver jusqu'à Maria des Mers. En voyant son doux ami, elle tomba dans ses bras, toute pleurante. Ah, que ne m'as-tu écouté, Ivan Tsarevitch? Pourquoi es-tu entré dans le réduit? Pourquoi as-tu laissé partir Koschei l'immortel? Pardonne-moi, ne remue pas le fer dans la plaie, oublie les fautes passées, sauvons-nous vite tant que Koschei n'est pas là. Il prit Maria des Mers sur son cheval et s'enfuit au galop. Dans ce temps, Koschei était à la chasse. Le soir venu, comme des taillis, il débûche, sous lui son cheval trébuche. Koschei dit: Qu'as-tu à broncher, vieille carne? Sens-tu quelque méfait qui se trame? Ivan Tsarevitch est venu, répond le cheval. Il a enlevé Maria des Mers. Peut-on les rattraper? On peut semer du blé, attendre qu'il pousse, le moissonner, le moudre, cuire 5 fournées de pain, le manger et se mettre en chemin. Même comme ça, on serait encore à temps. Koschei eut vite fait de rattraper Ivan Tsarevitch. Il dit: Passe pour cette fois, tu m'as donné à boire, alors je te pardonne, mais ne t'avise pas de recommencer. Il saisit Maria des Mers, beauté altière, et s'enfuit. Ivan Tsarevitch s'assit sur une pierre, versant des larmes amères. Après avoir pleuré tout son saoul, il retourna chez Maria des Mers. Viens, partons vite, tant que Koschei n'est pas là. J'ai bien peur, Ivan Tsarevitch, il va nous rattraper. Tant pis, ce sera toujours 1 heure de prise, 1 heure que nous aurons passée ensemble tous les deux. Ils partirent. Le soir venu, au retour de la chasse, Koschei détaillit des bûches, sous lui son cheval trébuche. Pourquoi bronches-tu, vieille carne? Sens-tu un méfait qui se trame? Ivan Tsarevitch est venu, il a emporté Maria des Mers. Et on peut les rattraper. On peut semer de l'orge, la voir pousser, la moissonner, brasser de la bière et boire tout son saoul et dormir là-dessus. En partant au réveil, on serait encore à temps. En peu de temps, Koschei rattrapa les fuyards. Il cria: Une fois encore, je te pardonne, mais n'attends plus de grâce, je te couperai en morceaux. Koschei emporta Maria des Mers, beauté altière, et Ivan Tsarevitch resta là à pleurer. Puis, n'en pouvant plus de peine, il retourna voir sa femme. Viens, fuyons tant que Koschei n'est pas là. Mais il va nous rattraper, Ivan Tsarevitch, il va te couper en morceaux. Peu m'importe, je ne peux pas vivre sans toi. Le soir, Koschei revient de la chasse, des taillis des bûches, sous lui son cheval trébuche. Qu'as-tu à broncher, vieille carne? Sens-tu le méfait qui se trame? Ivan Tsarevitch est venu enlever Maria des Mers. Koschei rattrapa les fugitifs. Il coupa Ivan Tsarevitch en morceaux, les mit dans un tonneau goudronné, de fer cerclé, des reins encloués et jeta le tonneau dans la mer. Puis il emporta chez lui Maria des Mers. À ce jour, à cette heure, à cet instant, les objets d'argent qu'Ivan Tsarevitch avait laissés chez ses beaux-frères ont subitement noirci.
Le faucon, l'aigle et le corbeau en prirent alarme. Il est sûrement arrivé malheur à Ivan Tsarévitch. L'aigle vit le tonneau dans la mer, plongea et le tira sur le rivage, pendant que le corbeau et le faucon s'envolaient chercher de l'eau morte et de l'eau vive. Une fois de retour, ils lavèrent les morceaux, les arrangèrent comme il convient. Le corbeau les aspergea d'eau morte, le corps se ressouda. Le faucon l'aspergea d'eau vive. Ivan Tsarévitch bâilla et dit « Que j'ai dormi longtemps !» Sans nous, tu dormirais encore. Il faut que tu viennes maintenant chez nous te reposer, reprendre des forces. Non, mes frères chéris, je retourne chercher ma femme. Et il y retourna, mais cette fois il dit à Maria des Mers: Tâche de savoir où Koschei s'est procuré un si bon cheval. Maria des Mers, beauté altière, guetta le moment propice, posa des questions subreptices, tira de Koschei toute la vérité. À 29 pays d'ici, dans le 30e royaume, par-delà un fleuve de feu, vit Baba Yaga, vieille sorcière. Elle a une jument qui en une journée fait 3 fois le tour du monde. Et elle a encore beaucoup d'autres bonnes cavales. Je les ai gardées 3 jours durant, n'en ai pas perdu une seule. Et en récompense, Baba Yaga m'a donné un poulain. Mais comment as-tu fait pour traverser le fleuve de feu? J'ai un mouchoir magique. Par 3 fois à droite on l'agite et un pont s'élève, si haut que les flammes ne peuvent l'atteindre. Maria des Mers répéta tout à Ivan Tsarévitch et lui remit le mouchoir qu'elle avait volé à Koschei. Ivan Tsarévitch traversa le fleuve de feu et partit chez Baba Yaga. Il marcha longtemps, sans manger, sans boire, et il avait grand faim quand il vit un oiseau des îles avec ses petits. Ça tombe bien, se dit le Tsarévitch, je m'en vais manger un de ces oisillons. Mais l'oiseau lui dit: Ne touche pas à mes petits, Tsarévitch, bientôt je te serai de grand secours. Il obéit. Peu après, il vit un essaim d'abeilles. Je vais prendre leur miel, apaiser ma faim. N'y touche pas, Tsarévitch, lui dit la reine des abeilles. D'ici peu, je te serai de grand secours. Il obéit et poursuivit sa route. Et il rencontra une lionne avec son lionceau. Ivan Tsarévitch avait si faim que la tête lui tournait. Je vais manger ce lionceau, se dit-il, mais la lionne le supplia. N'en fais rien, d'ici peu je te serai de grand secours. Ivan Tsarévitch serra sa ceinture et poursuivit à jeun son chemin. Bientôt il vit la maison de Baba Yaga, de 12 perches entourées, sur 11 perches des têtes coupées, la 12e vacante. Bonjour grand-mère, dit le Tsarévitch en entrant. Bonjour Tsarévitch, viens-tu de plein gré ou par besoin? De plein gré je viens te servir, gagner le poulain dont j'ai besoin. Pourquoi pas? Chez moi le service n'est pas d'1 an ni d'1 mois, mais juste de 3 jours. Garde bien mes juments et tu auras ton poulain. Mais que tu m'en égares une seule et ta tête ira compléter la 12aine sur mes perches. C'est bien d'accord? Ivan Tsarévitch dit d'accord. Baba Yaga lui donna à manger, puis l'envoya faire paître ses cavales. À peine dans les prés, les cavales se sont égayées de tous côtés, pas moyen de les rattraper. Le Tsarévitch l'essaya bien, n'arriva à rien, s'assit et se mit à pleurer. À force de pleurer, il s'endormit. C'est l'oiseau des îles qui le réveilla au soleil couchant. Rentre vite, Tsarévitch, les cavales sont déjà à l'écurie. En arrivant, Ivan Tsarévitch entendit Baba Yaga qui criait: Pourquoi êtes-vous toutes rentrées, roses en beauté? Le moyen de faire autrement, répondit
ça, demain sauvez-vous dans la forêt. Qu'une jument ne manque. Le lendemain, Baba Yaga menaça encore Ivan Tsarevitch. Qu'une jument me manque, et c'est ta tête qui m'en répondra. À peine dans les prés, les cavales se sont égayées, dans la forêt épaisse se sont cachées. Pas moyen de les retrouver. Ivan Tsarevitch chercha bien, ne trouva rien, se mit à pleurer et s'endormit. Au coucher du soleil, la lionne vint le réveiller. Rentre à la maison, Tsarevitch, les cavales y sont déjà. À la maison, Baba Yaga, pleine de rage, menait grand tapage. Pourquoi êtes-vous toutes revenues, sales rosses? Comment faire? Du monde entier, des bêtes féroces sont arrivées, nous ont attaqués, voulaient nous dévorer. Si c'est comme ça, demain vous irez plonger dans la mer. Le lendemain, sitôt dans les prés, les cavales se sont égayées. Dans la mer bleue, on plongeait. Ivan Tsarevitch n'essaya même pas de les suivre. Il se mit à pleurer et s'endormit. C'est une abeille qui le réveilla au coucher du soleil. Les cavales sont toutes à l'écurie, Tsarevitch, mais en rentrant, ne te fais pas voir de Baba Yaga. Juste à minuit, va dans l'écurie. Là, dans un coin caché, dans du crottin couché, il y a un poulain galeux. Emmène-le et sauve-toi de la maison. Ivan Tsarevitch se glissa dans la maison et entendit Baba Yaga mener grand tapage, danser ses cavales qui lui répondaient. Le moyen de ne pas rentrer, du monde entier des abeilles sont venues nous piquer, attaquer. Nous avons les naseaux en sang, les oreilles à vif. À minuit sonnant, Ivan Tsarevitch prit le poulain galeux et courut au fleuve de feu. Il agita son mouchoir à droite, un pont s'éleva. Le Tsarevitch traversa, puis agita le mouchoir à gauche, mais 2 fois seulement. Le pont est resté, mais tout fin fragile, juste une apparence. Le matin, Baba Yaga ne retrouva pas son poulain galeux et furieuse se lança à la poursuite du Tsarevitch. Baba Yaga se dépêche, ne prend ni cheval ni calèche, dans un mortier de fer trotte. Du pilon l'asticote, du balai efface la trace. Elle monta sur le pont pour traverser le fleuve de feu, mais le pont se rompit. Baba Yaga tomba dans le fleuve, et ce fut sa fin. Ivan Tsarevitch mena son poulain dans les prés verts, les herbages gras, et vite le poulain se fit beau coursier. Alors Ivan Tsarevitch revint chez Maria des Mers. Elle tomba dans ses bras. « Je te croyais mort. Comment t'en es-tu sorti? C'est arrivé comme ci et comme ça, mais partons vite. J'ai peur, Ivan Tsarevitch. Koschei va nous rattraper. Ne crains rien, j'ai un cheval qui vole. » Le soir, Koschei revient de la chasse. Des taillis débûchent, sous lui son cheval trébuche. Tu bronches, vieille carne, sens-tu le méfait qui se trame? Ivan Tsarevitch est revenu, il a emporté Maria des Mers. Et pouvons-nous les rattraper? Je n'en sais rien. Cette fois, le cheval du Tsarevitch est fils de ma mère, mon jeune frère. Mais on peut toujours essayer. Koschei galopa à toute allure. Il eut du mal cette fois, mais il finit quand même par rejoindre les fuyards. Koschei sauta à terre, leva son cimeterre pour couper Ivan Tsarevitch en menus morceaux, mais le cheval du Tsarevitch sur lui-même tourna, d'une grande ruade l'assomma. Et Ivan Tsarevitch acheva Koschei d'un bon coup de sa masse d'armes. Puis il brûla son corps et jeta les cendres au vent. Maria des Mers, beauté altière, prit le cheval de Koschei, Ivan Tsarevitch le sien, et ils s'en allèrent sans se presser chez le corbeau, puis chez l'aigle et le faucon. Partout ce n'était
festoyer joyeusement, Ivan Tsarevitch et Maria Demer, beauté altière, s'en sont retournés dans leur royaume. Et ils y ont vécu sans souci ni tourment, buvant de l'hydromel vieux, mangeant du pain blanc. La plume de Finistère-Faucon. Il était une fois un vieux qui avait 3 filles. Les 2 aînées, très coquettes, ne pensaient qu'à se parer, tandis que la plus jeune s'occupait du ménage. Habile en tout, ayant l'œil à tout, et avec ça d'une beauté qu'un conte ne saurait dire, qu'une plume ne peut décrire, yeux d'eau marine, sourcils de zibeline et la blonde tresse, orgueil de la jeunesse, tombant jusqu'au talon. Comme le père devait se rendre à la foire, il demanda « Quel cadeau faut-il vous ramener de la ville, mes filles ?» L'aînée voulait de la soie cramoisie pour une robe, la seconde de la soie azurée, et la troisième dit « Achète-moi, père, une plume de Finistère-Faucon. » Mais à la foire, personne n'avait jamais entendu parler d'une plume comme ça, et le vieux rentra à la maison avec des cadeaux pour ses aînés, les mains vides pour sa préférée. « Je n'ai pas trouvé ce que tu désirais, ma fille chérie. » « Tant pis, père, ce sera pour la prochaine fois. » Les sœurs aînées taillent des soies, cousent des robes neuves, se moquent de la plus jeune qui ne dit rien. Une autre fois, le père s'en va en ville. Les aînés demandent qu'il leur rapporte des châles à fleurs. La plus jeune dit encore « Achète-moi une plume de Finistère-Faucon. » Le père chercha dans toute la ville, ne trouva rien. Il revint à la maison avec les châles des aînés et dit à la plus jeune « Je n'ai pas trouvé ton cadeau, ma fille chérie. »« Ça ne fait rien, père, on sera plus heureux une autre fois. » Pour la 3e fois, le vieux alla à la foire. Les sœurs désiraient des pendants d'oreilles et la plus jeune « Achète-moi, père, une plume de Finistère-Faucon. » Le vieux acheta de beaux pendants en or, mais fouilla en vain éventaires et boutiques. Nul ne connaissait cette plume-là. Il revenait tout triste à la maison quand, au sortir de la ville, il rencontra un petit vieux qui portait une petite boîte. « Qu'est-ce que tu tiens là, vieux ? » ?»« C'est une plume de Finistère-Faucon, et tu en demandes cher. » »« Ni trop ni trop peu, juste ce que ça vaut, 1000 roubles. » Le père paya sans marchander, et rentré à la maison remit la petite boîte à la plus jeune de ses filles. « Enfin, j'ai trouvé cadeau à ton goût, ma fille chérie. » La belle sauta de joie, serra la boîte sur son cœur, et le soir venu, elle s'enferma dans sa chambre, prit la plume et la jeta sur le sol en disant « Apparaît, Finistère-Faucon, viens mon beau promis tant désiré. » Aussitôt un jeune et beau Tsarevitch se dressa devant elle. Elle en fut d'abord apeurée, mais il lui sourit gentiment, lui prit la main doucement, lui parla tendrement, et toute rassurée, elle causait avec lui quand ses sœurs les entendirent. « À qui fais-tu la conversation, petite sœur ? » ?»« À personne, je me parle à moi-même. »« C'est bien vrai, ouvre donc ta porte. » Finistère-Faucon frappa le sol, se changea en plume bigarrée que la jeune fille remit dans sa boîte avant d'ouvrir à ses sœurs. Elles ont fureté partout, n'ont rien vu, et après leur départ, le Tsarevitch reprit sa forme humaine. Au lever du jour, Finistère-Faucon embrassa la jeune fille. « Chaque nuit, je viendrai à ton appel, mon aimé, et si tu as envie de riches parures, belle vêture, sors sur le seuil, fais signe à droite avec ma plume et tu auras ce que ton cœur désire. »
signe à gauche, tout disparaîtra. Il l'embrassa encore, se changea en faucon et s'envola par la fenêtre au-dessus de la sombre forêt. Et chaque nuit, désormais, Finiste fier faucon vint chez la jeune fille pour ne s'envoler qu'au matin. Arriva le dimanche. Les sœurs aînées s'habillaient pour aller à l'église, mettaient les robes neuves, nouaient les châles fleuris, attachaient les pendants dorés et se moquaient de la cadette. Tu n'as rien de neuf, rien de beau à te mettre. Reste donc là avec ta petite plume. Ça ne fait rien, je suis bien à la maison. Mais une fois tout le monde parti, la jeune fille vint sur le seuil et fit signe à droite de sa plume bigarrée. Un carrosse de cristal apparut, de pur sang attelé, avec des valets dorés parés qui lui présentaient une robe magnifique. Une parure de princesse, des bijoux de reine. La jeune fille s'habilla, monta dans le carrosse et s'en alla à l'église. Quand elle arriva sur le parvis, les gens en furent éblouis. Quand dans l'église elle entra, devant elle la foule s'écarta. C'est une princesse d'au-delà des mers, chuchotait-on. Certains voulaient la suivre, mais elle partit avant la fin de l'office, et si vite que personne ne sut de quel côté elle allait. Sitôt à la maison, la jeune fille se dévêtit et fit signe à gauche de la plume. Robe et parure, chevaux et voitures, tout disparut. Alors, dans sa vieille robe de rien, elle s'assit à la fenêtre comme une qui n'a pas bougé. Ses sœurs, en rentrant, ne parlaient que de la princesse. Si richement habillée, si bellement parée, et d'une beauté qui ne peut se raconter, dire que tu n'en as rien vu. Ça ne fait rien, mes sœurs. Vous m'avez si bien tout expliqué que je crois y avoir été moi-même. Le dimanche suivant, ce fut la même chose, et tout pareil le dimanche d'après. La belle bernait ses parents, se moquait des gens, mais le troisième dimanche, elle oublia une épingle de diamant dans ses cheveux, et ses sœurs, comme de juste, la remarquèrent. Mais on dirait le même bijou que celui que portait ce matin la princesse. Où l'as-tu pris? Qui te l'a donné? La jeune fille s'exclama, courut dans sa chambre ôter l'épingle, mais le mal était fait. Ses sœurs se méfiaient, la questionnaient, l'espionnaient. Une nuit qu'elles l'entendaient parler avec Finiste fier faucon, elles réveillèrent leur père. Vite, père, chaque nuit quelqu'un vient dans la chambre de notre sœur, et il y est encore maintenant. Le père y courut, mais ne trouva personne. Finiste fier faucon s'était déjà changé en plume, et le vieux dansa ses filles. Mauvaise langue, au lieu de calomnier votre sœur, vous feriez mieux de surveiller votre propre conduite. Les aînés, dans leur dépit, n'en guettèrent que mieux la cadette, et elles finirent par voir le faucon qui, le soir, volait vers la chambre de leur jeune sœur, n'en partait qu'au petit matin. Alors elles choisirent le bon moment, à la fenêtre se hissèrent secrètement, de couteaux hérissèrent les montants, plantèrent des aiguilles acérées tout autour de la croisée. À la nuit tombée, quand Finiste fier faucon voulut rentrer chez son ami, il ne réussit qu'à se blesser cruellement. La jeune fille dormait et n'avait rien entendu. Et le faucon cria : adieu ma beauté, si tu veux me revoir, cherche-moi au-delà des 29 pays, dans le 30e royaume. Quand tu auras troué 3 paires de souliers de fer, usé 3 bâtons de fonte, rongé 3 pains de pierre, alors peut-être tu me retrouveras, pas avant. La belle entendait ces dures paroles à travers son sommeil, mais ne pouvait se réveiller. Ce n'est qu'au matin, en voyant sa fenêtre de couteaux barrés, d'aiguilles hérissées, de sang rouge
jeune fille sanglota, se lamenta. Elle passa des nuits sans dormir, des jours sans manger, à se désoler. Elle essaya bien d'agiter la plume bigarrée, d'appeler son bien-aimé. Mais Finistère-Faucon ne venait pas ni n'envoyait ses serviteurs, et la jeune fille demanda à son père de la laisser partir au loin. Malgré son chagrin, le père le permit. Alors elle se fit forger 3 paires de souliers de fer, 3 bâtons de pèlerin en fonte. Elle chaussa une paire de souliers, prit dans la main un bâton, emporta 3 pains de pierre et se mit en route vers la sombre forêt, du côté d'où arrivait Finistère-Faucon. Elle marcha longtemps, du ponant au levant, traversa les fleuves rapides, les sables arides, les forêts profondes, les hautes montagnes. La première paire de souliers de fer se trouait, le premier bâton de fonte s'usait, le premier pain de pierre était rongé. Au plus profond de la forêt, au plus épais des taillis, la jeune fille vit une hutte, sous les arbres nichés, sur pattes de poulet perchées, et qui virait de ci de là. La jeune fille dit: Hutte chaumine, ne me fais pas grise mine, tourne-toi dos au bois, face à moi. Chez toi je veux monter, de ton pincel goûter. La hutte tourna, la jeune fille entra. Là-dedans habitait la vieille sorcière Baba-Yaga, jambes ossues, dos bossu, lippe comme une auge, nez long d'une aune. Baba-Yaga renifla. Pff, pff, dans les temps jadis, on ne sentait jamais l'odeur de russe par ici. Et voilà que l'odeur russe par le monde se promène, dans ma maison traîne, à plein nez m'enchifrène. Que fais-tu là, jeune fille? Tu éprouves ton courage ou tu fuis l'ouvrage? J'avais un fiancé, grand-mère, Finistère-Faucon, plume bigarrée. Mes sœurs l'ont maltraité, il est parti et je le cherche. Eh bien, tu n'es pas au bout de tes peines, jeune fille. Finistère-Faucon habite au bord de la mer Bleue, à 29 pays d'ici, dans le 30e royaume, et il est déjà fiancé à une princesse. Mais je vais essayer de t'aider. La vieille s'empressait, de la jeune fille s'occupait. Elle la fit boire, manger, la mena se coucher. Puis au matin la réveilla avant le soleil, lui remit un riche présent, un fuseau d'or et une quenouille d'argent. Et Baba-Yaga lui fit la leçon. Maintenant tu vas aller chez ma grande sœur, elle te sera de bons conseils. En attendant, prends mon cadeau. Quand avec cette quenouille tu files du lin, c'est un fil d'or qui vient. Une fois au bord de la mer Bleue, mets-toi à filer. La fiancée de Finistère-Faucon viendra se promener. Elle voudra t'acheter mon petit cadeau, mais toi n'accepte rien. Demande seulement à voir Finistère-Faucon. Baba-Yaga prit une pelote de fil et la lança sur le chemin en disant: Suis-la partout, elle te guidera. La jeune fille la remercia et suivit la pelote. La pelote roule, le temps coule. La seconde paire de souliers va se trouer, le second bâton de fonte va s'user, le second pain de pierre va être rongé. La forêt se fait plus sombre, les taillis plus épais, les arbres de leur cime étayent le ciel. Au cœur de la forêt, au plus profond des fourrés, la pelote s'arrêta devant une hutte, sous des branches nichées, sur pattes de poulet perchées et qui virait de ci de là. La jeune fille dit: Hutte chaumine, ne me fais pas grise mine, tourne-toi dos au bois, face à moi. Chez toi je veux monter, de ton pincel goûter. La hutte tourna, la jeune fille entra. Il y avait là une sorcière plus vieille que la première, Baba-Yaga, jambes bossu, dos bossu. Lippe comme une auge, nez long d'une aune, elle renifla. Pff, pff, dans les temps
jadis, on ne sentait jamais l'odeur de ruse par ici, et voilà que l'odeur russe par le monde se promène, dans ma maison traîne, à plein nez mangifrène. Que fais-tu là, jeune fille? Tu éprouves ton courage ou tu fuis l'ouvrage? Je cherche mon fiancé, grand-mère, finiste fier faucon, plume bigarrée. Mes sœurs lui ont fait du mal et il est parti. Hélas, jeune fille, ton finiste fier faucon va se marier. Ce soir même, on fête les accordailles. Mais je vais essayer de t'aider quand même. La vieille s'empressait, de la jeune fille s'occupait. Elle la fit boire manger, la mena se coucher. Puis, avant l'aube, la réveilla, lui remit un riche présent, un œuf d'or, une soucoupe d'argent, et lui fit la leçon. Tu vas aller chez ma sœur aînée, elle te sera de bons conseils. En attendant, prends ce cadeau. Une fois au bord de la mer Bleue, fais rouler l'œuf sur la soucoupe. La fiancée de finiste fier faucon voudra te l'acheter, toi tu refuseras. N'accepte rien, demande seulement à voir finiste fier faucon. La jeune fille la remercia et repartit en suivant la pelote. La pelote roule, le temps coule. La troisième paire de souliers de fer s'est trouée. Le troisième bâton de fonte s'est usé. Le troisième pain de pierre a été rongé. Au fin fond des forêts obscures, au plus épais des taillis impénétrables, la pelote s'arrêta devant une hutte. Sous les arbres nichés, sur pattes de poulet perché et qui viraient de ci de là, la jeune fille dit: Hutte chaumine, ne me fais pas grise mine, tourne-toi dos au bois face à moi. Chez toi je veux monter, de ton pincel goûter. La hutte tourna, la jeune fille entra. Il y avait là une sorcière bien plus vieille que les deux autres. Baba Yaga, Jean bossu, dos bossu, lippe comme une auge, nez long d'une aune. Elle renifla. Pff, pff, dans les temps jadis, on ne sentait jamais l'odeur de ruse par ici. Et voilà que l'odeur russe par le monde se promène. Dans ma propre maison traîne, à plein nez mangifrène. Que fais-tu là, jeune fille? Tu éprouves ton courage ou tu fuis l'ouvrage? J'avais un fiancé, grand-mère, finiste fier faucon, plume bigarrée. Mes sœurs ont voulu le faire périr et il s'est envolé par-dessus forêts et montagnes, par-delà 29 pays dans le 30e royaume. Et depuis ce temps, je le cherche. Ah, pauvre de toi, jeune fille, finiste fier faucon a épousé la princesse pas plus tard qu'hier, mais je vais essayer de t'aider quand même. La vieille s'empressait, de la jeune fille s'occupait. Elle la fit boire manger, la mena se coucher, et le lendemain, avant le jour, la réveilla, lui donna un riche présent, un métier à broder d'or et une aiguille d'argent, avec de bons conseils par-dessus le marché. En arrivant au bord de la mer Bleue, prends ce métier, l'aiguille va broder toute seule. La princesse voudra t'acheter mon petit cadeau, mais tu n'accepteras rien. Demande seulement à voir finiste fier faucon. La jeune fille la remercia et suivit la pelote. Le temps coule, la pelote roule, la forêt se fait moins sombre, les arbres moins hauts, les taillis moins épais. Au bout de la longue route, au bout de la longue peine, apparaît la mer Bleue. Au loin des murs blancs s'élèvent des coupoles d'or au soleil brillent. C'est le royaume de finiste fier faucon, sa belle capitale. La jeune fille au bord de l'eau s'en allait, sur le sable blanc s'installait, prenait la quenouille en main, se mettait à filer le lin. Sur la quenouille, du lin, sur le fuseau, un fil d'or fin. De voir cette merveille, les gens s'ébahissent, les gamins s'ébobissent, les vieux n'en croient pas leurs yeux.
princesse que Finistère-Faucon avait épousée sortit se promener avec ses nourrices gouvernantes, ses fidèles suivantes. Elle vit Quenouille et Fuseau, désira les acheter aussitôt, mais la fileuse ne voulait rien entendre, refusait de vendre. C'est un cadeau, et un présent ne s'achète ni ne se vend. Mais si tu me laisses voir Finistère-Faucon, je te donnerai Quenouille et Fuseau pour rien. La princesse se fâcha d'abord, puis elle réfléchit et dit « C'est bon, donne-moi ta quenouille d'argent et ton fuseau d'or. Cette nuit, tu pourras voir Finistère-Faucon. » Au repas du soir, la princesse mêla de l'herbe qui fait dormir dans la boisson de son époux, et quand il s'endormit profondément, elle dit à ses servantes de conduire la jeune fille auprès de lui. En voyant son bien-aimé endormi, la jeune fille voulut l'éveiller. Elle l'implora, le supplia. « Réveille-toi, Finistère-Faucon. Ouvre les yeux, mon doux ami. Des jours et des mois je t'ai cherché. À grand-peine t'ai retrouvé. J'ai troué 3 paires de souliers de fer. J'ai usé 3 bâtons de fonte. J'ai rongé 3 pains de pierre en venant vers toi. J'ai traversé les fleuves rapides, les sables arides, les forêts profondes, les hautes montagnes pour te revoir, mon bien-aimé. Mais Finistère-Faucon dormait, n'ouvrait pas les yeux. Toute la nuit, la jeune fille se lamenta en vain, et au matin, la princesse la fit chasser par ses servantes. En se réveillant, Finistère-Faucon dit « Quelle longue et mauvaise nuit j'ai passée. Il me semblait que quelqu'un pleurait à mes côtés, et je ne pouvais me réveiller, et j'en avais une telle peine. » « Tu as rêvé, dit la princesse. Personne n'est venu ici. » La jeune fille, entre-temps, allait s'asseoir sur le sable blanc, prenait la soucoupe d'argent, faisait rouler dessus l'œuf d'or. La princesse vint en promenade et voulut acheter le joli jouet, mais la jeune fille répondit « Un présent ne s'achète ni ne se vend. Laisse-moi voir Finistère-Faucon et je te le donnerai pour rien. » La princesse accepta. Le soir, elle versa de l'herbe qui fait dormir dans le verre de son époux, et quand le sommeil le prit, fit venir la jeune fille. Celle-ci pleura et supplia toute la nuit sans pouvoir réveiller Finistère-Faucon, et au matin la princesse la fit chasser par ses servantes. En se réveillant, Finistère-Faucon soupira. « Quelle longue et pénible nuit j'ai passée. Il me semblait que quelqu'un pleurait et m'appelait, et je ne pouvais ouvrir les yeux, et j'en avais tant de chagrin. » « Ce n'était qu'un rêve, dit la princesse, il n'y avait personne. » Plus désolée que jamais, plus triste qu'avant, la jeune fille allait s'asseoir sur le sable blanc, prenait le métier d'or et l'aiguille d'argent, se mettait à broder toute seule. L'aiguille court sur la soie, trace des dessins dorés à points perlés, et en voyant cette merveille, les gens s'ébahissent, les enfants s'ébobissent, les vieux n'en croient pas leurs yeux. La princesse sortit se promener avec ses nourrices gouvernantes, ses fidèles suivantes. Elle demanda à acheter l'aiguille brodeuse, mais la jeune fille ne voulut rien entendre, refusa de vendre. Un présent ne s'achète ni ne se vend, mais laisse-moi voir Finistère-Faucon et je te le donnerai pour rien. La princesse accepta tout de suite. Au repas du soir, elle versa de l'herbe qui fait dormir dans la boisson de son époux, et quand il s'endormit profondément, fit venir la jeune fille dans sa chambre. La jeune fille se pencha sur son ami, le supplia. « Réveille-toi, Finistère-Faucon, ouvre les yeux, mon doux ami. Des jours et des mois je t'ai cherché, à grand-peine je t'ai retrouvé. J'ai troué 3 paires de souliers de fer, usé 3 bâtons de fonte, rongé 3 pains de pierre en venant vers toi.
J'ai traversé les fleuves rapides, les sables arides, les forêts profondes, les hautes montagnes, tout ça pour te revoir, mon bien-aimé. Mais Finistère Faucon dormait, n'ouvrait pas les yeux. Alors, comme le jour allait se lever, comme on allait bientôt la chasser, la jeune fille se mit à pleurer à chaudes larmes en embrassant Finistère Faucon. Et une de ses larmes tomba sur la joue du tsarévitch, le brûla comme au fer rouge. Finistère Faucon tressaillit, ouvrit les yeux et reconnut la jeune fille. Ce fut bonheur indicible, joie indescriptible. Ils se prenaient par les mains, se disaient des mots câlins, oubliaient tout leur chagrin. La jeune fille raconta tout à Finistère Faucon. Comment ses sœurs jalouses voulaient le tuer, comment par le monde elle avait vagabondé, comment à la princesse elle l'avait marchandé, et en l'écoutant, Finistère Faucon l'aima encore davantage. Il fit venir princes et boyards, citadins et campagnards, artisans marchands et gens de tout rang, et leur parla ainsi. À vous de juger, à vous de décider, avec qui dois-je vivre, avec qui dois-je finir mes jours, avec la femme qui me vendait ou avec celle qui me rachetait, avec celle qui par amour de moi par 1000 peines est passée, ou avec celle qui contre des babioles d'or m'échangeait. Princes et boyards, citadins et campagnards, artisans marchands et gens de tout rang, après avoir médité et discuté, jugé et délibéré d'une seule voix, ont décidé. C'est avec la femme qu'il a cherché et retrouvé, aimé et racheté, que Finistère Faucon doit vivre. C'est avec elle qu'il doit finir ses jours. Alors les trompettes ont sonné, les canons ont tonné, annonçant le mariage de Finistère Faucon avec la belle jeune fille, sa fidèle amie. Et ils vécurent jusqu'à leur dernière heure dans le contentement et le bonheur. Grande sœur et petit frère. Il y avait deux orphelins qui s'en allaient par les champs et les prés, par la longue route, par la vaste terre. Les parents étaient morts, les laissant tout seuls. La grande sœur, Alionouchka, et son petit frère, Ivanouchka, sont partis courir le monde, au hasard l'aventure. Le soleil est haut, le puits est loin, la chaleur est cruelle, la sueur ruisselle. Ivanouchka a bien soif. Patiente, petit frère, dit Alionouchka, on va arriver au puits. Mais avant d'y arriver, il voit un étang. Au bord, les vaches sont en train de paître. Ivanouchka dit: Alionouchka, ma sœur, je vais boire de l'eau de cet étang. Ne bois pas, petit frère, tu deviendrais un petit veau. Ivanouchka a obéi et ils ont poursuivi leur chemin. Mais le soleil est haut, le puits est loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. Au bord de la rivière, des chevaux paissent. Ivanouchka dit: Alionouchka, ma sœur, j'ai soif, je vais boire dans la rivière. Ne bois pas, petit frère, tu deviendrais petit poulain. Ivanouchka a soupiré, s'est laissé emmener, mais le soleil est haut, le puits est loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. Au bord d'un lac, des chèvres broutent. Ivanouchka dit: Alionouchka, ma sœur, je n'y tiens plus, je vais boire là. Ne bois pas, petit frère, tu deviendrais petit chevreau. Mais cette fois, Ivanouchka n'a pas écouté sa sœur. Il a bu de l'eau du lac et aussitôt il est devenu un petit chevreau. Alionouchka s'est assise dans l'herbe, à pleurer des larmes amères. Le chevreau autour
autour d'elle gambade, belle. Mais pleurer n'est pas remède au malheur. Alionouchka a noué au cou du chevreau sa ceinture de soie et l'a emmené comme ça avec elle. Un jour, le chevreau gambadait en liberté. Il est entré dans les jardins du tsar. Alionouchka voulait le rattraper et l'a suivi. Les serviteurs du tsar l'ont vu. Ils ont couru dire à leur maître qu'il y avait un chevreau dans ses jardins, et avec le chevreau une jeune fille si belle que ça ne peut se raconter. Le tsar a voulu voir cette beauté. Il a dit aux serviteurs de lui amener la jeune fille et son chevreau. Et il se mit à demander qui ils sont, où ils vont, d'où ils viennent. Alionouchka ne lui a rien caché. Quand nos pères et mères sont morts, mon frère Ivanouchka et moi, nous sommes partis à l'aventure. Ivanouchka avait soif, il a bu de l'eau du lac où des chèvres broutaient et il est devenu chevreau. Plus le tsar l'écoute, plus il la regarde, et plus il la trouve belle, si bien qu'à la fin il lui dit « Accepte-moi pour mari, tu seras vêtu d'or, coiffé d'argent, et le chevreau vivra avec nous dans le contentement et la joie. » Alionouchka n'a pas dit non. Un tsar, ça n'attend pas après les bières-vins pour donner un festin. On a vite célébré la noce et les voilà vivant tous trois ensemble. Le chevreau dans les jardins trottine, mange et boit avec le tsar et la tsarine. Et ils sont tellement heureux qu'à les voir, les braves gens se réjouissent, les méchants sont malades d'envie. Mais un jour que le tsar était à la chasse, une méchante sorcière est venue trouver Alionouchka. Par des paroles trompeuses, elle l'a attirée au bord de la mer. Par traîtrise, elle l'a jetée à l'eau avec une pierre au cou. Puis la sorcière en Alionouchka s'est changée. Comme elle s'est vêtue parée, dans le palais s'est installée. Tout le monde s'y est mépris, même le tsar n'a rien remarqué. Seulement dans les jardins, les fleurs se sont fanées. Les arbres ont séché, l'herbe s'est flétrie, et le chevreau qui savait la vérité ne mangeait plus, ne buvait plus, restait au bord de la mer bleue à pleurer, à se désoler. De le voir comme ça, la sorcière écumait de rage, et elle s'est mise à harceler le tsar. « Fais tuer ce chevreau, il m'agace, il m'insupporte, je ne veux plus le voir. » Le tsar n'en revenait pas. Sa femme qui aimait tant le chevreau, voilà qu'elle veut sa mort. Mais à force d'insister, la sorcière a fini par lui arracher la permission de tuer le chevreau. Celui-ci, le pauvre, avait tout compris. Il a demandé au tsar « Laisse-moi aller au bord de la mer bleue, barboter dans l'eau, laver mes petits sabots. » Le tsar a permis et le chevreau a couru sur le rivage. Il a appelé en pleurant « Alionouchka, ma chère sœur, viens du fond de l'eau à mon secours. Les grands feux ardents sont allumés, les grandes marmites sont préparées, les grands goutelas sont affûtés. On s'apprête à me couper le cou. » Mais du fond de l'eau, sa sœur lui répond « Ah, Ivanouchka, frère chéri, la pierre pesante me retient au fond, les herbes marines entravent mes pieds, le serpent cruel a mangé mon cœur. » Le chevreau s'en est allé en sanglotant. Vers la mi-journée, il a encore demandé au tsar « Laisse-moi aller au bord de la mer bleue, barboter dans l'eau, laver mes petits sabots. » Le tsar a permis, et le chevreau est retourné sur le rivage. Il a appelé sa sœur en pleurant « Alionouchka, ma chère sœur, viens du fond de l'eau à mon secours. Les grands feux ardents sont allumés, les grandes marmites sont préparées, les grands goutelas sont affûtés. On s'apprête à me couper le cou. » Et du fond de l'eau, Alionouchka répond
le soir venu, il a de nouveau demandé au tsar: Laisse-moi aller au bord de la mer, barboter dans l'eau, laver mes sabots. Le tsar a permis, mais il s'est dit en lui-même: pourquoi ce chevreau court-il tout le temps au bord de la mer? Et il l'a suivi sans se faire voir. Le chevreau s'est approché des vagues, a crié en pleurant: Alionouchka, ma chère sœur, viens du fond de l'eau à mon secours. Les grands feux ardents sont allumés, les grandes marmites sont préparées, les grands goutelas sont affûtés, on s'apprête à me couper le cou. Le tsar a entendu une voix qui répondait du fond des eaux: Ah, Ivanouchka, frère chéri, la pierre pesante me retient au fond, les herbes marines entravent mes pieds, le serpent cruel a mangé mon cœur. Mais le chevreau appelait encore et encore d'une voix déchirante, et tout à coup, Alionouchka est apparue dans les vagues. Le tsar s'est précipité, il a saisi Alionouchka, il l'a tirée des eaux profondes, il a arraché la pierre qu'elle avait au cou. Et alors elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Vous imaginez leur joie à tous les trois. À force de gambader, le chevreau a fait 3 fois la culbute, et à la 3e culbute, il est redevenu le petit garçon Ivanouchka. Et quand le tsar, la tsarine et le petit frère sont rentrés à la maison, ils ont vu les jardins refleuris, l'herbe reverdie, les fleurs épanouies. La sorcière, le tsar, l'a fait brûler sur les mêmes feux qu'elle préparait pour le chevreau, et ses cendres ont été jetées au vent pour que le souvenir en soit à jamais perdu. Et le tsar avec Alionouchka et le petit frère Ivanouchka ont vécu tout le reste de leur vie sans souci ni peine, dans la bonne entente et la joie. Blanche Canette. Un prince avait épousé une belle princesse. Il n'eut pas le temps de se rassasier de sa vue, de causer avec elle. Tous sont contents que, déjà, il leur fallait se séparer. Le prince devait partir au loin, laisser seule sa femme chérie. Que voulez-vous? On ne peut pas passer sa vie à roucouler. La princesse pleurait, le prince la consolait, la raisonnait. Il lui disait de ne pas quitter son logis, ne pas aller à la veillée chez les voisins, ne pas fréquenter de mauvaises gens, ne pas écouter de paroles perfides. Elle promit de lui obéir en tout, et le prince partit s'enferma chez elle, sans jamais sortir, sans voir personne. Du temps passa, ni trop peu, mais bien suffisamment. Le retour du prince était proche quand une femme est venue chez la princesse. Une brave femme à la voir, toute douce, toute modeste, alors qu'en réalité c'était une sorcière. Et elle plaignait la jeune princesse, elle s'apitoyait sur son sort. On n'a pas idée de rester enfermé à se languir. Viens dans le jardin prendre un peu l'air, dissiper ton chagrin. La princesse refusait, mais elle se disait qu'il n'y a pas grand mal à faire un tour de jardin, et elle y est allée. Dans le jardin coulait une source d'eau vive, cristalline. La femme dit: l'air est chaud, le soleil brûlant, et cette eau est claire, fraîche, si on se baignait. La princesse faisait toujours non, non, mais se disait qu'il n'y a pas grand mal à nager un peu. Elle ôta sa robe et sauta dans l'eau. La sorcière alors lui a donné une tape dans le dos. Nage, dit-elle, nage, Blanche Canette. Et voilà la princesse devenue Canette Blanche, qui s'en va nageant au fil de l'eau. Aussitôt, la sorcière a pris l'apparence de la princesse, a revêtu sa robe et ses bijoux parures, puis est rentrée au logis attendre le retour du prince. Un chiot a jappé, une
clochette a tinté. La sorcière courut au-devant du prince, lui sauta au cou en disant 1000 mots doux, et lui, tout heureux, la prit dans ses bras sans se douter de rien. Entre-temps, la blanche Canette avait pondu des œufs, d'où sont nés 3 garçons, 2 petits gars solides, le troisième un chétif souffreteux. Ils ont vite grandi, sont devenus turbulents. Dans la rivière s'ébattent, attrapent truites et carpes, ramassent des bouts de chiffon, se taillent chemise et pantalons, veulent sortir sur le rivage, guignent de l'œil les verts bocages. N'y allez pas, mes petits, leur dit la mère Canette, mais ils n'écoutent pas. Un jour sur la berge s'amuse, le lendemain court sur la pelouse, et le troisième soir, sans savoir comment, se retrouve au beau milieu de la cour princière. En voyant ses enfants, la sorcière comprend qui ils sont, mais n'en laisse rien paraître. Elle leur fit bon accueil, leur donna à manger, les coucha dans un bon lit. Et en même temps, elle dit à ses serviteurs d'allumer des feux, de sortir les chaudrons, d'aiguiser les couteaux. Les 2 grands frères s'endormirent vite, mais le petit chétif ne dormait pas. Il avait tout vu, tout entendu. À la nuit close, la sorcière est venue devant leur porte. « Dormez-vous, petits enfants ?» C'est le petit chétif qui lui répondit. « Nous dormons sans dormir, nous rêvons, songeons. Il nous semble que l'on veut nous égorger. On dresse des bûchers de bois d'aubier, on remplit d'eau bouillante des chaudrons de fer, on aiguise des couteaux d'acier trempé. » Ils ne dorment pas, se dit la sorcière, et elle s'en alla. Il faut dire qu'elle avait chez elle une main enchantée. Tu touches avec cette main quelqu'un d'endormi, et plus jamais il ne se réveille. La sorcière a fait un petit tour, puis est revenue. « Dormez-vous, petits enfants ?» Le petit chétif ne dormait pas. Il a répondu. « Nous dormons sans dormir, nous rêvons, songeons. Il nous semble que l'on veut nous égorger. On dresse des bûchers de bois d'aubier, on remplit d'eau bouillante des chaudrons de fer, on aiguise des couteaux d'acier trempé. » C'est bizarre, se dit la sorcière, il n'y a qu'une voix qui répond, et toujours la même. Elle entrebâilla la porte. Les enfants étaient bien endormis. Elle les toucha de la main enchantée, et les voilà plongés dans le sommeil éternel. Au matin, ne voyant pas ses fils, la blanche Canette s'est alarmée, dans la cour princière s'est envolée. Et là, elle a vu ses enfants couchés côte à côte, blancs comme linge, froids comme neige. Elle s'est précipitée, de ses ailes les a enlacés, de sa voix de mère s'est lamentée. Coin, coin, mes petits enfants, coin, coin, mes fils bien-aimés, dans la peine je vous ai élevés, de mes larmes je vous ai abreuvés, sans dormir la nuit, sans manger le jour. Tu entends, femme, dit le prince, il y a le canard qui parle. Mais non, ça te semble, lui répondit la sorcière. Fais chasser ce canard de notre cour. Mais on a beau chasser la Canette, elle revient toujours à ses petits. Coin, coin, mes petits enfants, coin, coin, mes fils bien-aimés, la vieille sorcière vous a tués, la vieille sorcière perfide vipère, elle m'a volé mon cher mari, mon mari chéri, votre père à vous, elle nous a noyés dans le clair torrent, elle nous a changés en blanc caneton, et elle vit heureuse à se pavaner. Tiens, tiens, se dit le prince en entendant ça, et il cria à ses gens d'attraper la blanche Canette. Mais la Canette ne se laissait pas prendre. Le prince alors est sorti dans la cour, et d'elle-même la Canette vint tomber dans ses mains. Le prince la prit par son aile blanche, mais la sorcière toucha la Canette et la changea en fuseau de bois. Le
fuseau, jeta une moitié devant lui, l'autre derrière, en disant: derrière moi un bouleau blanc, une belle fille devant. Aussitôt derrière lui un bouleau blanc passa, devant lui une belle fille se dressa. Le prince reconnut sa femme et l'embrassa en pleurant de joie. Elle lui raconta tout, et ils ont cherché comment rendre la vie à leurs enfants. Ils ont attrapé une pie, lui ont attaché 2 viols sous les ailes et l'ont envoyé chercher de l'eau vivante et de l'eau parlante. La pie est vite revenue, alors on aspergea les enfants d'eau vivante. Ils se sont réveillés. On les aspergea d'eau parlante, ils se sont mis à bavarder. Du coup, le prince se trouva à la tête de toute une famille, et ils vécurent heureux, amassant du bien, oubliant le mal. Quant à la sorcière, on la lia à la queue des chevaux, on traîna son corps par monts et par vaux. Les oiseaux ont dévoré les chairs, le vent a dispersé les os. Et il ne resta de la sorcière ni trace, ni souvenir sur la terre. Voilà, nous avons lu tous les contes de ce livre. J'espère que cela vous aura plu